dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous reprenons une thématique qu'on essaye de traiter régulièrement dans cette émission. C'est la thématique de l'Afrique, des marchés africains, des perspectives d'investissement sur le continent africain. Parmi les experts qui nous éclairent sur cette question, Guillaume Arditi qui est à mes côtés en plateau ce soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes fondateur de Belvedere Africa Partners. Oui, je voulais qu'on dise un mot effectivement. Alors, des grandes perspectives qu'on peut avoir pour le grand continent africain qui est toujours compliqué à segmenter, mais si on prend un peu la big picture macro, politico-économique de 2023 en termes de perspectives pour l'Afrique, comment vous regardez les choses, comment vous segmentez aussi peut-être les différents territoires et les différentes régions africaines de ce point de vue-là, Guillaume? Bien sûr, je pense que la première question qu'on s'est posée, c'était de savoir si le rebond africain et la résilience dont avait fait preuve le continent pendant la crise du Covid allait résister à cette nouvelle crise et cette guerre en Ukraine. Alors la réponse courte est oui. Je rappelle quand même quelques chiffres. 2020, la contraction de la croissance africaine est passée à un peu moins de 2% versus quasiment 6% dans l'Union européenne. Le rebond en 2021 était de 4,8%, donc dynamique. Et là, en 2022, 23 et 24, on attend des croissances aux alentours de 4%. Donc ça, c'est pour les bonnes nouvelles. En revanche, bien entendu, la hausse des denrées alimentaires, la hausse des prix de l'énergie a eu un impact quand même très significatif sur les économies du continent. Ouais. Avec des phénomènes là aussi inflationnistes, hyperinflationnistes même, qui ont été très violents dans certains pays. Ça s'est traduit par des chutes de devises aussi très importantes, Guillaume, qu'on a pu observer. On a eu vraiment le triptyque toxique. Inflation, dépréciation, hausse des taux et dans certains cas des mises sous tension très fortes des dettes souveraines. Ah oui. Voilà. Alors, en revanche, ça a été quand même très différencié en fonction des régions. Alors, un indicateur sur l'inflation moyenne du continent, elle a atteint 14%. C'est un plus moyenne du continent. Inflation moyenne, oui. Et c'est un plus haut sur 10 ans. Voilà. En revanche, ça va de l'Afrique du Nord à moins de 10%, jusqu'à l'Afrique de l'Est à plus de 25%. Et en passant par l'Afrique de l'Ouest qui est à peu près entre les deux. Donc évidemment, répercussion également très forte sur les devises, là aussi de manière contrastée. Kenya, Nigeria, finalement, on perd à peu près 10%. En revanche, Égypte, Ghana, la grosse mise sous tension, on perd plus de 30%. Ah oui. Voilà. Et ça s'est répercuté forcément sur les spreads. L'Égypte, on a eu des spreads qui étaient de plus de 1500 points de base. Le 10 ans est passé de 15 à 20%. Et le Ghana, c'est vraiment l'exemple qui a été le plus marquant et un peu traumatique, parce que le Ghana a dû rééchelonner sa dette, donc a suspendu les paiements sur sa dette libellée en dollars très récemment. Alors, ceci étant dit, il faut aussi dédramatiser. Très rapidement, ils ont mis en place un programme de swap obligataire sur la dette domestique, avec un rééchelonnement de maturité. Et maintenant, ils sont en train de finaliser des négociations avec le FMI pour un prêt de 3 milliards de dollars. C'est des événements de crédit auxquels on est habitué en Afrique, on peut le dire comme ça, Guillaume, ou ça reste quand même à chaque fois des red flags pour les investisseurs Il y a une inquiétude sur la dette souveraine qui est persistante. Ceci étant, les vraies occurrences restent quand même assez rares. Ouais. Voilà, donc on a eu la Zambie aussi récemment, mais voilà, le Ghana était un peu sur surveillance. Ensuite, c'est l'enfant chéri des institutions internationales. Et après, sur les autres pays majeurs, même s'il y a un peu d'inquiétude sur l'année qui vient, on peut penser quand même qu'avec les perspectives de croissance qui se profilent, ça restera sous contrôle. Est-ce qu'il y a des pays ou des zones particulières qui ressortent positivement en termes de perspective par rapport à la big picture moyenne que vous décrivez, Guillaume? Là aussi, alors, très contrasté. Afrique de l'Est, des pays comme la Tanzanie, le Rwanda, on va passer entre... Le Rwanda, c'est 8% de prévu, Tanzanie, 6%. Le Kenya, qui est passé le point dur des élections l'année dernière, est en train de reprendre son rôle de locomotive sur la sous-région, donc on attend 5%. On a des surperformeurs en Afrique de l'Ouest avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, on attend 9% et 7%. Donc là, on a vraiment des très belles perspectives. Plus calme sur l'Afrique australe, en particulier en raison de la stagnation à laquelle fait face l'Afrique du Sud. Donc là, on est plutôt sur des perspectives à 2%.
Donc voilà, des très très beaux... il y a des poches comme ça de surcroissance, on va dire, par rapport au reste du... C'est dans le top mondial de la croissance. Vous avez évoqué l'an dernier donc, les élections au Kenya. Toujours intéressant d'avoir un peu le calendrier électoral. Est-ce qu'il y a des élections majeures qui concerneraient des pays majeurs là, cette année en Afrique ? Oui, tout à fait. Là, celle à laquelle qu'on regarde de plus près et qui va avoir lieu dans 10 jours, c'est celle du Nigeria. Donc le Nigeria, on se rappelle, 200 millions d'habitants, la locomotive vraiment de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi avec un rôle continental majeur. Donc là, on regarde ça avec attention. On espère que ça va se passer de la même façon que le Kenya, peut-être un peu de tension, mais qu'une fois de plus, ça se passera quand même plutôt bien. Et ce qui veut dire que les perspectives sur le Nigeria sont à peu près aux alentours de 3%. Je pense que si jamais ça se passe comme il faut, on pourra espérer encore des chiffres plus optimistes. Qu'est-ce que le retour au premier plan des questions de matières premières, d'approvisionnement, de sécurisation des matières premières, qu'est-ce que ça a eu comme impact justement sur l'Afrique, les stratégies africaines, sachant que derrière la question des matières premières, il y a eu deux effets. L'effet guerre d'Ukraine, évidemment, très violent, notamment alors, avec la question des matières premières agricoles, de ce point de vue-là. Et puis pour les Européens, la question énergétique, bien sûr. Et puis la réouverture de la Chine, on en parlait dans la partie précédente de l'émission. C'est la question de savoir qu'est-ce que ça va entraîner comme dynamique sur les matières premières. Là, vous avez vraiment mis le doigt sur les deux principaux drivers. C'est l'Union européenne qui cherche des diversifications d'approvisionnement en gaz, la normalisation de la situation en Chine qui relance la croissance, qui va représenter quand même une part significative de la croissance mondiale. Donc là, on a deux éléments qui font pression sur les prix les cours des matières premières. Et puis, il y a aussi un troisième élément qui est la transition énergétique. Donc les trois combinés, ça met de nouveau la lumière sur le gaz et les métaux. Forcément, parce que pas de cuivre, pas de turbine éolienne, pas de cobalt, pas de lithium, pas de batterie. Et donc là, on a, surtout pour l'Union européenne, qui espère faire passer ses approvisionnements de 10% en gaz près de l'Afrique à des montants beaucoup plus élevés, pour évidemment compenser la Russie. Donc là, on estime probablement un doublement de la production gazière jusqu'en 2030 en Afrique, avec vraiment l'accent qui va être mis sur des projets au Mozambique, sur les trains de LNG. On pense au Sénégal et à la Mauritanie, des développements offshore en Namibie, et les gros joueurs habituels, Nigeria, Angola. Et dans l'actualité, très récemment, Eni a signé 8 milliards de dollars avec la Libye. Ah oui, en Libye, oui, effectivement. Ouais. Voilà. La réouverture de la Chine, et on sait depuis longtemps maintenant que la Chine est très intéressée par le continent africain sur ces questions de matières premières. Bien sûr, ça notamment. a été son premier driver. Réouverture de la Chine, ça veut dire une Chine qui se redéploie dans le monde, sur des territoires où elle est présente et elle se sent légitime, présente, forte. Absolument. Bon, on l'avait senti un petit peu entrer pendant ces 2-3 dernières années. Oui, ça s'est perçu quand même, j'imagine. Ça s'est perçu. Puis il y avait des problèmes à la fois de la fermeture du Covid, et puis il y a eu un moment quand même des problématiques aussi sur la capacité financière chinoise qui était un petit peu contrainte. Donc là, avec la réouverture, va être très consommatrice d'énergie et de métaux. D'ailleurs, c'est déjà un peu anticipé dans les cours, parce qu'on a le cuivre qui est à $9 000. On est sur des plus hauts historiques. Et puis, évidemment, la Chine en Afrique, aujourd'hui, il faut vraiment la regarder à l'aune de la concurrence et de la compétition sino-américaine. Donc là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui est un peu nouveau par rapport à, je dirais, il y a 10 ans, c'est depuis l'administration Trump et avec une accentuation sous l'administration Biden, les États-Unis qui se repositionnent très très fortement sur le continent, avec évidemment dans la perspective de contrer l'influence et le déploiement chinois. Et c'est massif, ce mouvement américain, parce qu'on parle beaucoup du mouvement chinois, de la Chine-Afrique depuis déjà une bonne décennie. Je veux dire, oui, ce mouvement américain est important. Oui, il est important. Il ne représente pas encore le même stock d'investissement que celui de la Chine. Par exemple, sur 4 ans, il doit être à peu près un tiers de la Chine. On est à peu près au même niveau en termes de stock d'investissement que la France et la Grande-Bretagne. Mais il y a une dynamique très forte depuis quelques années. Je dirais 2-3 ans. Décembre dernier, il y a eu un sommet qui fait beaucoup de bruit à Washington, sommet Afrique-US.
Et puis des initiatives type Power Africa pour l'électrification, des programmes de financement d'infrastructures, et puis surtout favoriser le trade entre les US et puis l'Afrique. Comment tout ça se traduit en termes d'investissement, de grandes thématiques d'investissement, de potentiel pour un investisseur global qui s'intéresserait à l'Afrique aujourd'hui, Guillaume? Alors pour moi aujourd'hui, il y a 3 axes majeurs qui sont à la fois des énormes potentiels pour les investisseurs et aussi des nécessités pressantes pour l'Afrique. Donc ce sont vraiment des impératifs. L'énergie, toujours. L'énergie. 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, oui, c'est ça. Derrière l'énergie, c'est électricité. C'est électricité. Et il y a une connexion très forte avec la partie hydrocarbures, puisque je vous donne un chiffre qui me semble assez parlant. C'est au Nigeria, ce sont 60 millions de générateurs au fioul. Qui tournent individuellement. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Nigeria, il y a tellement de coupures d'électricité. 200 millions d'habitants, 60 millions de générateurs d'électricité au fioul. Voilà, qui sont polluants forcément, et puis qui sont la résultante de coupures d'électricité dans un pays qui a énormément de gaz et qui va pouvoir, on l'espère, quand même l'utiliser pour faire des centrales. L'autre exemple, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on s'est retrouvé dans une phase de stagnation qui est en grande partie due aux problèmes d'électricité qu'ils ont, coupure à répétition, jusqu'au point où le président actuel a déclenché l'état de catastrophe. Oui, l'état d'urgence une forme d'état critique, d'urgence, exactement, qui va lui permettre, on l'espère, de prendre les mesures nécessaires pour déployer. Donc là, le potentiel et la nécessité, ça va être sur des gros projets de centrales, sur des projets hybrides renouvelables classiques en B2B, et puis le renouvelable qui a une place majeure à jouer dans le déploiement du last mile, vraiment pour arriver à électrifier des parties plus enclavées. Ensuite, 2 autres secteurs, l'agriculture et la tech. Ouais. Une minute, donc rapidement. Non. L'agriculture, c'est fondamental. On a aujourd'hui, la crise ukrainienne a mis à jour que 30% des importations céréalières en Afrique venaient d'Ukraine, ou de la zone d'Ukraine, oui, bien sûr, et de la zone en conflit. Donc des gros développements attendus en termes de production et aussi remontée de la chaîne de valeur. Et pour finir, la tech. Et la tech, il faut la regarder aussi toujours connectée au secteur traditionnel. Parce que la tech, l'agri-tech, joue un rôle très important. Et oui, il y a ce fameux leapfrog est partout, c'est ça. On l'a vu dans les secteurs financiers, services financiers, bancaires, etc. Mais exactement. C'est chaque industrie traditionnelle historique. Exactement. Capitalise sur l'innovation technologique. Le smartphone, on a la fintech aujourd'hui qui représente 40% de la tech africaine, qui a levé 6,5 milliards en 2022, en augmentation par rapport à 2021. Merci beaucoup Guillaume, merci de nous apporter cet éclairage. Toujours difficile de traiter de l'Afrique en général, c'est un continent très divers du point de vue macroéconomique bien sûr, mais on essaye de faire cet exercice avec vous régulièrement. Merci encore Guillaume Arditi, associé fondateur de Belvédère Africa Partners, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.